de l'Afrique et du monde tel que vous ne l'avez jamais vécu auparavant. C'est l'actualité, à chaque heure, à toute heure. des informations instantanées. Vous avez raison de suivre Télé 50. Bienvenue. Congolais, étudiant à l'université de Harvard aux États-Unis, dans l'État de Massachusetts. Il sera avec nous, pas seul, avec un enseignant, un autre Congolais qui est ailleurs et qui garde son pied ici, José Kimonyo, professeur d'économie. Alors c'est pour vous permettre de rêver. Tout est possible tant qu'on respire. L'actualité avec vous, Gloria Mbouya-Moutala, la charpente de votre journal. Bonsoir. Bonsoir Fabien Mbala, bonsoir à tous. Les titres. Première réunion du comité de conjoncture économique pour l'année 2020. À l'occasion, le vice-premier ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, a rapporté que l'année 2019 s'est terminée en beauté par rapport aux performances suggérées par le FMI, le Fonds monétaire international. Coopération RDC-USA, les États-Unis comptent investir en RDC dans le domaine agricole et énergétique. Affirmation de l'ambassadeur des USA, Mike Hammer, lors de son audience lui accordée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Après la prise de Madina, l'heure est à la restitution. Face à la presse nationale et internationale, le général-major Léon Richard Kassonga a indiqué que la prise de Madina a décapité les ADF et constitue un symbole de la restauration d'une paix durable dans l'est du pays. Ce sont là quelques titres qui vous seront développés et bien d'autres dans notre édition de 19h. En attendant, Kinshasa Direct se poursuit avec Fabien Mbala. Merci Gloria Mbouya-Moutala pour nous avoir adressé la charpente de votre journal. On est très suivi en dehors du pays. Oui, une famille est très fan de vous, Gloria, il faut le savoir, à Pretoria. Femmes, enfants et maris, ils sont tous aux fans, surtout quand vous êtes à l'antenne. Alors, dans quelques instants, c'est le décollage. Nous allons vous permettre de rêver, parce que c'est possible. Mzee Laurent Désiré Kabila, notre héros national, c'était un grand nationaliste, un grand patriote, un grand révolutionnaire, qu'il était un grand panafricaniste. C'était un brave homme qui ne reculait devant rien. Mzee Laurent Désiré Kabila était prêt à en découdre avec quiconque voulait chosifier le peuple congolais. Mzee n'acceptait jamais que le peuple congolais puisse croupir dans la misère la plus noire, alors que le bon Dieu nous a gratifiés d'un sol et sous-sol immensément riche qui continue à attirer la convoitise de nos voisins mal intentionnés. Donc, 19 ans après l'assassinat ignoble de notre héros national, le choc est toujours grand pour le peuple congolais, au niveau de notre pays, à travers l'Afrique et à travers le monde. La meilleure façon de pérenniser l'œuvre de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est de cesser d'être des marionnettes et de défendre à tout prix l'intégrité de notre pays pour que la balkanisation de notre pays ne puisse jamais avoir lieu. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir.
multidiffusion, notamment en Easy, StarTime, couverture nationale et internationale, BlueSat, Canal+, couverture Afrique, Europe et internationale, TNT, couverture Kinshasa et l'ensemble de provinces. Disponible en streaming et application. L'information au-delà des frontières. Télé 50. Télé 50. Télé 50. Télé 50. C'est mondial. C'est mondial. StarTime, couverture nationale et internationale. BlueSat, Canal+, couverture Afrique, Europe et internationale. TNT, couverture Kinshasa et l'ensemble de provinces. Disponible en streaming et application. L'information au-delà des frontières. Télé 50. Télé 50. Télé 50. Télé 50. C'est mondial. C'est mondial. Simplement congolais. Alors, comme on en sait, ils sont sur ce plateau en direct. Tabazi, bonsoir. Bonsoir. Et puis, Saïdi, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par c'est le premier qui nous rejoint sur ce plateau, Serge Saïdi. Vous demeurez congolais? Ouais, je suis encore congolais. Congolais encore, c'est que vous allez bientôt Toujours. changer. Toujours congolais. Ouais. Alors, il est fils du pays, Mwanamboka, comme on dit, mais il se trouve parmi ces rares Congolais à Harvard, la prestigieuse université qui totalise plus de 400, bientôt plus de 450 ans. Je dois bien faire le calcul. Moutabazi, professeur d'économie, on sait, un rebelle qui s'en prend au capitalisme, au socialisme, et qui a inventé l'éthocisme, qui prône quoi? Qu'il faut abandonner toutes les théories économiques qui ont échoué. Il faut embrasser maintenant quoi? Qu'est-ce que signifie éthocisme? C'est un nouveau mode, on peut dire, la nouvelle conscience, la nouvelle façon de voir d'un arrangement social, politique, économique pour l'être contemporain. Mais c'est vague. Quelle est cette nouvelle approche? C'est 20 pages, juste dans un livre de 400 pages. Ça sort au mois de juin. D'accord. Alors, écrivain, chercheur, conférencier, motivateur, mais très attaché encore... Mwanamboka. Ouais, très attaché encore au Congo. Mwanamboka. Moi aussi, je suis Mwanamboka. Mwanamboka. Ouais. Très attaché aux sources. Parce que le papa est passé professeur, bientôt émérite. Alors, déjà émérite. Voilà, le fils est sur ses pas. Tous des économistes. Mais l'autre économiste dans les traditionnalismes. Oui, et puis il est statisticien. Moi, je fais la politique économique. J'aime bien, bon, on est une longue lignée d'économistes, de différents. Ma grand-mère, je dis qu'elle était aussi économiste. Votre grand-mère, économiste. De quelle manière? Alors, ça, c'est notre débat. Alors, comment on commence par ce témoignage? Est-ce qu'on peut quitter le Congo après avoir décroché son diplôme et étudier dans l'université où a étudié Obama, sa femme, et puis voilà, et puis où étudie sa fille, où étudie les grands du monde? Est-ce que c'est possible? Bon, je me dis toujours, si je l'ai fait, alors tout le monde peut le faire, tout Congolais peut le faire. C'est une question de, je sais pas, préparation et ambition, je pense. Et alors, quel est votre domaine là? D'accord, alors je combine les sciences informatiques et les sciences économiques. Ils ont un système qui vous permet de combiner les deux. On appelle ça double major, pour ceux qui étudient là comprennent. Pas beaucoup d'anglais, hein? Soyez à la hauteur de l'auditoire. Pas beaucoup d'anglais. Je vais essayer, même si mon français est en pleine réhabilitation. Ouais. Parce que ça fait environ 3 ans que j'utilise plus anglais, mais ça va. 3 ans, c'est trop peu. Ouais. Alors, est-ce que Harvard garde encore ces valeurs d'Harvard, le summum de la connaissance, de la recherche? Bon, bien sûr, ils essaient de leur mieux. Ils ont des ressources et ils essaient d'attirer un peu du talent de partout dans le monde. C'est pourquoi on est là. Et pour eux, c'est ça la question compétitive. Combien de gens, combien de perspectives différentes vous pouvez apporter ensemble
pour créer quelque chose de magique que seul Harvard peut créer. Voilà. Alors, la sélection elle-même, comment ça se fait et comment y arriver? J'ai bien introduit, on commence par ces témoignages. C'est très important, oui. Bon, il y a une petite logistique et il y a aussi, comment je vais dire, il y a ce qu'on appelle requirement. Je vais essayer de ne pas parler beaucoup d'anglais, mais quand même, de temps en temps, je vais essayer. Et l'idée, c'est d'avoir les qualifications nécessaires. Et après quoi, essayer de compétir. Alors, les qualifications pour un Congolais, par exemple, si vous avez... Comme vous, parlez de vous? Comme moi-même, ça va. J'ai fait mon diplôme d'État ici. Je l'ai ici d'ailleurs à Goma. Et j'ai d'ailleurs commencé l'université ici avant que je ne me dise, ben, ça va, je vais essayer d'aller plus grand. Et, mais ce qui me manquait en ce moment-là, c'était l'anglais. Alors, il fallait que je renforce mes capacités en anglais parce que parmi les matériels pour l'application ou pour la candidature, il faut des tests d'anglais internationaux. Il y a un qui s'appelle TOEFL, un autre qui s'appelle SAT pour l'université. Mais il faut un niveau anglais important pour passer ces tests. Et puis, différentes universités ont différents niveaux de score ou de points qu'ils demandent pour que vous qualifiez. Alors, j'ai dû travailler pour y arriver. Et ça, c'est la chance que j'ai eue parce que, comme j'étais à l'est du pays, c'était facile d'aller à Kigali et avoir une exposition en anglais un peu plus solide que celle que j'aurais au pays. Alors, j'ai passé une année et demie là et après lesquelles j'ai envoyé ma candidature. Et puis, c'était chanceux. Et ils l'ont accepté justement. Alors, quels sont les critères pour, par exemple, vous permettre de vous déployer là, les critères au-delà de l'argent. De l'argent. Bon, d'ailleurs, l'argent ne serait pas le plus important, ce qui est curieux. C'est une université trop chère, mais ce n'est pas tout le monde qui paye. Pour ceux qui sont qualifiés et qui ont de la chance, l'université a suffisamment de ressources pour vous supporter. Alors, vous n'êtes pas censé payer les 60, 80 000 dollars par an qu'ils demandent. Mais à part l'argent, bien sûr, je pense que l'université a vraiment à cœur l'idée de vouloir former quelqu'un qui, comme ils le disent, peut changer le monde. Et donc, il faut parvenir à démontrer une ambition, les genres. Je vois les choses qui se passent dans le monde et selon mes valeurs, je pense que je peux apporter quelque chose si j'ai une éducation et une forme de soutien. Et l'université est vraiment intéressée à ce genre d'histoire. Si vous avez un esprit de leadership que vous pouvez démontrer dans vos matériels, je pense que ça va par là. L'esprit de leadership, ouais. Le leadership esprit, c'est-à-dire il faut avoir une particularité, une ambition, quelque chose qui viendrait transformer le monde. Bien sûr. Ah, voilà. Ouais. C'est qui Moniou quand vous entendez... Quel message, vous, Congolais, qui êtes partis, beaucoup d'enfants de ceux qu'on a appelés mouvanciers, il y en a qui sont partis, qui ont fréquenté des milieux qui n'ont pas été une chance pour eux, pour se déployer et apprendre, revenir au pays, aider le pays. Certains ont sombré dans les stupéfiants, ainsi de suite. D'autres ont eu la chance, comme vous, d'aller plus loin. Alors, est-ce que c'est possible d'espérer quand on étudie au Congo, à Kinshasa? Congo-Kinshasa, non. Parce que il y a beaucoup, j'ai rencontré plusieurs auteurs congolais. Espérer quand on a eu son diplôme d'état sur le bac? Au Congo, non. Mais quand on va à l'extérieur, ça n'a plus, c'est pas une défaveur. Ouais, beaucoup de gens ont eu leur bac ici, mais ils ont une autre qualité que le bac n'a pas démontré. Hein. Ici, il y a les maths physiques, la biologie. On doit être dans un tunnel. Ça veut dire si quelqu'un a un don artistique, ça ne demande pas par les bacs, les examens d'État. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que le système congolais prévoit que on est tous égaux. Et même ce qu'on veut dire que même le système, on dit la maths physique, c'est pour les hommes, la coupe-couture, c'est pour les hommes. Et pour les femmes. Pour les femmes. Tout ce système-là est pour moi archaïque. C'est quand on se retrouve à l'extérieur, on est tout d'abord perdu pour un certain moment, parce que c'est la première fois, on vous demande ce que vous pensez du monde. Qu'est-ce que vous allez apporter au monde? On est perdu pour une fois. On n'a jamais été culturellement permis de penser monde. Hein? Comme on dit dans le temps, on dit en anglais, l'homme blanc l'a déjà fait. Hein? Tu poses une question, c'est une façon coloniale de penser. On se retrouve dans un monde où on espère qu'on soit compétitif. Et étant compétitif, le meilleur qu'on les bat, c'est être nous-mêmes. Ouais? Comme on dit à Harvard, on t'amène là-bas pour être congolais.
pour apporter ta perspective congolaise qui est différente de celui de l'Indien. Et à ce moment-là, on comprend que nous aussi, Congolais, on peut contribuer pour l'avancée de la science, de tous les arts mondiaux. On peut contribuer dans les discussions mondiales. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre conscience, après un certain temps, s'ajuster et avoir, on dit confidence, hein, la confiance en toi, pour dire, nous aussi, on est humains. Après cette étape-là, le clic, c'est à ce moment-là qu'on joue dans la ligue première des pensées, comme la Harvard. J'ai suivi, vous dites souvent qu'on n'est pas compétitif. Ouais. Vous le dites honnêtement, la critique, par moment, c'est une diatribe, ce que vous dites. Mais par moment, il faut s'asseoir et s'interroger, se regarder dans le miroir. Vous dites qu'on n'est pas compétitif. Malgré le nombre de nos diplômes, on ne vit pas au XXIe siècle. Sur le plan de la recherche, sur le plan par rapport aux TIC aujourd'hui, ou technologie de l'information et de la communication. On est un peu en déphasage. Mais je suivi un débat aussi en France dernièrement que les ingénieurs, les high-tech quittent aussi l'Europe ou la France pour aller à Silicon Valley aux États-Unis parce que ça paye mieux là-bas, ils sont plus compétitifs. Alors, et aussi, ils déplorent que ce n'est pas grand-chose. Alors, nous, à quel niveau pouvons-nous nous situer? Est-ce qu'on a fait des efforts? Imagine, on rêve d'être la France, je dis en général. Et la France rêve d'être les États-Unis. Et moi, personnellement, je dis, on doit rêver d'être les États-Unis. Les Français, c'est rue, les Français cherchent les papiers américains. Les Français ils rêvent d'aller à Harvard. Et je dis aux Congolais, il ne faut pas penser à être belge, il ne faut pas penser à être français. Il faut qu'on pense, on est aussi grand, on a le potentiel d'être les États-Unis. Mais le potentiel, c'est quoi? Le potentiel, c'est une habilité qu'on n'utilise pas. Le écosystème, le système qu'on a, c'est ça qui démontre qu'on ne peut pas être compétitif. Par exemple, je dis, il va à Harvard. Quand vous posez un étudiant de n'importe quelle université ici, à celui qui va à Harvard, les cours peuvent ne pas être différents. Les maths sont les mêmes. Mais l'un se voit, il a l'autorisation de sa conscience, l'autorisation de raisonner. Ce n'est même pas l'autorisation, c'est l'obligation de raisonner. Mais quand vous posez... Vous voulez parler de libre pensée en termes techniques, libre pensée. C'est plus que libre pensée. On vous force d'utiliser cette liberté pour changer le monde. Pour apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Ce n'est pas la science pour la science. Ce n'est pas la science pour la science. Nous voulons l'écouter aussi. Alors, lorsque vous parlez, vous vous adressez aux jeunes Congolais qui ont étudié, qui ont déjà eu leur diplôme d'État comme toi, comme vous, excusez-moi de vous tutoyer, qui y ont des ambitions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire lorsque vous regardez comment les autres nations envoient leurs ressortissants à Harvard? Je suis passé là en 2018, mais ce que j'ai vu, ça m'a bouleversé un peu. Alors, vous avez la parole. Bon, qu'est-ce que je peux leur dire? En fait, vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon de, comment je vais dire, d'échanger le monde ou bien d'orienter ses ambitions. Et je pense que les possibilités, il y en a nombreuses. Ce que j'essaie de recommander à mes amis, c'est d'essayer de penser, en anglais on dit « think outside the box ». Donc, essayez de penser au-delà de votre système parce que, bien sûr que dépendamment de quoi on est exposé, on a notre pensée en danger d'être limité. Et cette limitation, en fait, quand vous avez de la chance de voyager et de sortir et de visiter d'autres cultures et pays, ça vous donne une liberté d'esprit de comprendre que les choses ne doivent pas qu'être de la manière dont elles sont. Et si la jeunesse, de partout dans le monde, mais surtout ici, peut comprendre que voilà, on peut imaginer d'autres systèmes, on peut réfléchir au-delà du système sur place. Réfléchir, vivre au-delà du système. Je prends le contexte socio-économique de notre pays, qui nous limite un peu. Concrètement, comment vivre ici ou être ici, étudier ici, et aller au-delà du système, un système qui bloque? Bon, je vais donner un exemple. Disons la connaissance.
Ici, la connaissance, on la trouve dans les universités, les écoles et tout, mais il n'y a pas que là qu'il y a la connaissance. D'ailleurs, là, il n'y a pas assez de connaissances qu'il y en a, disons, sur Internet, sur des plateformes aussi simples que YouTube. Alors, si je suis quelqu'un, quelque part, et je vais apprendre à programmer, je ne suis pas obligé de faire les sciences informatiques à l'université de je ne sais où. Si j'ai cette ambition et je peux me mettre au travail, je peux regarder des vidéos sur YouTube pendant une semaine et je peux faire quelque chose d'important, mais il faut que je sois capable de m'imaginer au-delà du système et de comprendre que je ne suis pas censé aller à l'université pour apprendre à programmer. Et là, je commence à me dire, bon, quelle autre solution il peut y avoir, et voilà, et comme ça, du coup, on tombe sur des petites opportunités. Alors, pendant que vous étiez assis de l'autre côté avant de monter sur notre plateau, vous avez suivi que l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Michael Hammer, a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale et elle a rassuré la volonté et la détermination de Washington de pouvoir maintenant négocier ou faire les affaires avec Kinshasa, au lieu de passer par les sous-traitants ou les autres. Vous comprenez de quoi je parle. Alors, une volonté affichée dans un partenariat stratégique, et l'agriculture, les finances, il y a les nouvelles technologies, hein, l'armée, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire à Harvard, vous qui êtes ressortissant congolais? Bon, c'est une étape importante. On a toujours déploré la perspective ou l'idée selon laquelle cette partie du monde ne soit pas au même pied, surtout quand il s'agit du business et tout. C'est surtout une partie que l'on regarde en termes de charity, comme on le dit. Mais je pense que les opportunités de business, peut-être que les gens commencent à le découvrir maintenant. Et non seulement ça me dit que voilà, les gens commencent à comprendre qu'il y a des opportunités ici, mais ça me montre aussi un challenge qui soit que nous, en tant que ressortissants d'ici, en tant que peuple congolais par exemple, ou africain, devons maintenant se mettre à comprendre ce qu'il faut pour notre bénéfice. Si on signe des contrats, si on développe ce genre de partenariats, il faut qu'on soit en mesure d'étudier nos systèmes et de comprendre des traités qui vont nous bénéficier, parce que la difficulté ou bien les dangers, c'est de se retrouver ayant signé des deals qui malheureusement n'ont pas notre bénéfice, c'est pas en premier lieu. Voilà. Ce qui m'ennuie, est-ce qu'aux États-Unis, vous êtes dans une sorte de réseautage qui permet aux jeunes de s'éclore quand ils viennent, ou ceux qui sont au pays de pouvoir actualiser leur niveau de connaissances, leur niveau de compréhension du monde, perception du monde, vision du monde, pour qu'ils soient plus compétitifs. Ou vous vivez seulement en solo, ou vous critiquez pour ce que vous portez, pour ce que vous mangez, les compétitions inutiles, comme on le rencontre dans la diaspora en Europe. On dit il y a différentes expériences personnellement moi j'ai eues. C'est facile de bien beau de dire. J'ai commencé avec des gens plus âgés qui viennent, ils ont la loterie, ils ont gagné la loterie, la carte de résidence. Vous essayez de leur expliquer le monde, le système. Mais ils sont déjà programmés, ça prend le temps pour qu'ils comprennent. Programmés par qui? Par l'environnement d'ici. Ils vont là-bas pour faire l'argent. Ils vont là-bas, quand vous le dites, allez là-bas, première chose, l'étude. Il y a la bourse. Sacrifier un temps pour la bourse, vous, surtout quand ils sont mariés, 2 bourses, mais ça vous permet de 4 ou 5 ans pour vous ajuster et comprendre ce que la société aux États-Unis veut de vous ou ce qu'on peut vendre. Mais ça a été une déception. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça a été une déception. Ça a été une déception parce que... De votre part ou de leur part? De ma part. Voilà. Et j'ai changé de technique. Maintenant, quand je vois des jeunes comme Serge, je les approche parce que je veux déjà leur inculquer un sens de... Je leur dis, le privilège vient avec un sens de certaines obligations. Vous êtes Congolais, vous allez être formés ici, mais il faut aller au pays. Il faut. Je répète tout le temps, il me connaît tout le temps, je l'embête. À chaque fois que je vois un jeune, je lui dis, je dois faire ce que je devais commencer il y a longtemps. Mais j'ai perdu tellement de temps avec le vieux. Je dis non, il faut commencer avec le jeune. Parce que le jeune qui a 18 ans, vous lui parlez déjà à 18 ans, il apprend, mais il a toujours cette perspective de dire, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il dit comment je peux l'apporter chez nous pour être plus compétitif, qu'il ne nous oublie pas le pays. Et quand il finit, il est plus curieux de venir au Congo. Par exemple, Saïdi, il est venu de lui-même. Et quand il est ici,
Il va dans les entreprises, il veut comprendre le système FPI, les programmes sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire d'un milieu plus de la raison, comment changer tout l'écosystème. Il n'est pas venu ici comme les autres, c'est en train de venir chercher l'opportunité. J'allais dire... Déception, mais vous parlez de jeunes. J'ai croisé un jeune Congolais au niveau devant le bâtiment de l'Université d'État de New York. Il a failli m'agresser. Tout simplement, il dit, mais je vous suis ici grâce aux décodeurs qui sont vendus sur tous les continents. Eh bien, on est suivi les médias du pays. Je vous suis à la télévision. Vous ne faites rien pour que les choses changent. J'ai pris 10 minutes pour lui parler. Il a été découragé. Il ne voulait plus me faire. C'est la faute de ce que j'appelle expatriés. Moi, je ne suis pas de la diaspora, parce que la diaspora, c'est les gens qui vont s'émigrer pour rester ailleurs. Moi, je travaille, je me sens comme je travaille à l'extérieur. C'est à nous de parler aux gens, de leur expliquer comment fonctionner ici. Moi, je peux voir les deux tableaux, tellement que je viens, je rentre. Mais Congo n'est pas facile à comprendre quand on vient de l'extérieur. Et par exemple, comme vous voyez l'ambassadeur Hammer, il a bien parlé qu'ils veulent investir au Congo, mais on doit utiliser les gens comme Serge pour être le pont, pour comprendre les deux cultures. Et ils sont aussi nombreux qui sont rentrés, qui étaient pour raison d'études aux États-Unis. Ils commencent à rentrer chaque jour ici. Et on doit maintenant les utiliser. La société, je veux vous dire en clair, en tant que Congolais, la société, c'est difficile. La même façon qu'on est allé, on peut dire en général, les challenges, les difficultés qu'on a eu à s'ajuster de l'autre côté, quand on rentre, on se dit, bon, on sera applaudi. Mais on rencontre certaines difficultés parce qu'on doit encore réapprendre certaines notions et réapprendre quand vous avez perdu votre français, vous parlez de employement au lieu de l'emploi. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Et c'est ça, c'est pas facile parce que maintenant je dois apprendre à apprendre. Je dois penser américain et parler congolais sans diminuer la qualité de mon message, du contenu de mon message. Et vouloir ajuster et se faire accepter deux fois. Ou deux fois, on peut dire qu'on est trop brutal. Deux fois, on est trop brutal parce qu'on n'est pas là, professeur, je t'appelle ton nom, son excellence. Deux fois, il faut s'ajuster. Et des fois, on doit forcer le Congolais de comprendre que le Congo, on ne peut pas tous aller aux États-Unis. Et ils doivent accepter certaines normes, nos qualités qu'on apporte, parce que la plupart des fois, on apprend ça gratuitement. Je reviens à ma préoccupation, Serge. Est-ce que vous avez trouvé en 3 ans que nous sommes organisés ailleurs, principalement aux États-Unis? Est-ce qu'on vit dans une sorte de réseautage? Est-ce qu'on est solidaire? On a ce réseau qui pistonne les jeunes ou les gens dans différents domaines pour qu'ils aillent plus loin et qu'ils puissent faire bénéficier au pays quelque chose, de quelque chose. Bon, je pense qu'il y a des initiatives que j'en ai vues. C'est souvent dans certaines villes. Il y a des villes qui ont eu la chance de voir beaucoup plus de présence congolaise. Je parle Texas et tout. Caroline du Nord également. Oui, Caroline du Nord, Raleigh. Ouais. Et dans ces poches-là, vous trouvez une certaine communauté qui essaie un peu de s'organiser. Atlanta aussi, hein, ils sont un nombre important. Oh, ça alors, en fait, j'ai pas eu la chance de me réunir avec les gars d'Atlanta, mais j'étais à Raleigh et j'en ai vu. Et voilà, donc il y a des poches. Mon impression, c'est qu'on doit en faire un peu plus et je prie à ce qu'on en fasse un peu plus. Une chose que j'ai remarqué, que j'ai d'ailleurs essayé un peu de pointer, c'est que la notion du networking, du réseautage, comme vous en avez parlé, il y a un peu de friction, même dans notre communauté de la diaspora. Et c'est souvent que vous devez avoir la chance d'avoir quelqu'un qui vous présente à un groupe pour que ce groupe soit ouvert à essayer un peu de vous comprendre. Donc je prie à ce que la diaspora soit un peu plus ouverte, pas seulement aux autres Congolais qu'ils retrouvent parce qu'ils sont du même pays, mais à tout le monde, partout où ils sont, pour qu'ils essaient un peu de taper aux opportunités et tout. C'est là, ce sera ma seule idée, voilà. Alors les autres pays, à partir de leur gouvernement, il y a une sorte d'accompagnement, des supports en termes de coopération, en termes aussi en termes de coaching
Non, accompagnement plutôt. Sekimogno, vous allez... Non, je voudrais que vous commenciez. Est-ce que les étudiants d'autres pays sont soutenus par le gouvernement de leur pays, qui sont à Harvard? Quel est votre constat depuis 3 ans? Bon, il y a des gouvernements qui sont vraiment derrière leurs étudiants. Nous parlons du gouvernement africain. Ah, africain. Bon, je ne suis pas sûr que j'ai des noms africains. Je pense que... Bon, et puis le soutien, ça dépend. Il y en a des différents niveaux. J'ai des amis, par exemple, en Afrique de l'Est, qui ont un très grand réseau avec leur représentation locale, avec, je vais dire, leur gouvernement en place, que ce soit le Kenya, le Rwanda et tout. Et ils créent tous ces genres de chances d'avoir je sais pas, le business et le public sector de leur pays venir représenter leurs idées et leurs plans dans le pays. Et donc, il y a cette connexion-là entre l'intellectuel et le réseau business et politique du pays. Ouais, je pense qu'il y en a, mais et puis quand vous allez un peu en dehors, au Moyen-Orient, c'est encore gigantesque, ils ont même des supports financiers et tout. Je pense que... L'Asie est déjà championne en ça, avec la Corée du Sud, et la Chine... bon, l'Israël, c'est tout, oui. Ouais, ils fournissent des grands efforts. Alors, je ne sais pas parler en termes de la RDC, parce que bon, je ne suis pas le seul Congolais dans le parage, mais j'espère que d'autres Congolais à ce niveau-là ont un peu du support du pays. Ouais. Alors, la plus grande différence, c'est quoi? Est-ce que vous, au niveau des enseignants d'université, est-ce que vous avez une sorte de solidarité pour pouvoir jouer le rôle d'une structure d'accueil et de mentoring de jeunes Congolais qui rêvent d'aller étudier là-bas, pas pour aller ramasser les dollars et puis les envoyer au pays? Je veux dire, commençons par l'orientation des pays. Par exemple, les autres, ils voient en leurs étudiants qui vont à l'extérieur, ils vont revenir au pays pour résoudre des problèmes. Ils vont formuler des solutions. Même à partir de là-bas, il y a certains pays qui posent déjà à leurs étudiants de questions de problèmes pour qu'ils résoudent. Mais est-ce que le Congo utilise, est-ce que le Congo voit Alors les problèmes du pays sont posés aux étudiants en formation dans les universités américaines. Ils savent déjà... Faites tout pour trouver une solution à tel problème. Quand vous revenez pour résoudre un problème. Mais Saïdi est Congolais, il rentre, il doit chercher la question. Et même... personne ne lui pose la question. Personne ne lui pose la question, personne ne va le chercher pour se dire peut-être il aura une... Ça veut dire il doit s'efforcer, il y a cette frustration. Il doit forcer, pour dire, trouver le problème, rappeler qu'il y a un problème, souligner le problème, créer le problème et peut-être qu'on écoute pour la solution. C'est ça. De l'autre côté... Ou bien quand il débarque au pays dans une entreprise, beaucoup de gens le voient comme un concurrent, un danger, il va prendre notre place. Le steak, le beefsteak. Voilà. Le système américain. Chop-chop. Lui, il est bizarre, il ne comprend pas. Le mot le plus facile, la phrase la plus facile qu'on dit ici, tu ne comprends pas comment les histoires fonctionnent ici. Ça veut dire quoi, je ne comprends pas? Ça veut dire que je ne comprends pas la corruption, ça veut dire que je ne comprends pas le népotisme, ça veut dire quoi? Moi, je dis, oui, vous aussi, vous ne comprenez pas la méritocratie. C'est ça, c'est la frustration entre ces deux groupes. Les autres, quand ils vont à l'extérieur, ils sont en mission. Envoyés justement pour aller faire des études songolo, revenir avec des solutions aux problèmes du pays. Spécifiques. Mais Serge n'a pas été envoyé par même l'État congolais. Même les autres qu'on n'envoie pas par l'État. C'est déjà la culture en soi dans leur université, dans leur pays. Ils disent, quand vous êtes à l'université, c'est pour répondre, pour formuler des solutions à certains problèmes. Alors, quand vous allez à l'extérieur, on s'est dit, vous avez même une plus grande chance de trouver la réponse. C'est même pas que quand l'État vous envoie. C'est juste une certaine culture que tout le monde se dit. Même quand ils ne sont pas envoyés, les Chinois, ils n'ont pas la bourse. Mais quand ils vont maintenant, ils comprennent que c'est un ajout, ils vont rentrer, c'est pour quelle équipe ils jouent. Et ils savent que leur équipe... Ils sont très, très nombreux, les Asiatiques, Chinois, Sud-Coréens, les Indiens.
très nombreux, une omniprésence remarquable. À Harvard, lorsque vous débarquez, vous dites... Parce qu'ils ont compris. Alors, et pourtant, ils ont déjà émergé. Pourquoi ils continuent à envoyer leurs enfants dans les universités américaines, surtout à Harvard? Parce que ça va leur prendre le temps d'être au niveau de comprendre la machine. Je dis, l'université, en soi, c'est pas, je continue à dire, c'est pas une institution pour créer une élite. Tu finis, tu es avocat, Et ici, ils ont des problèmes à briser ces paradigmes. Alors, ils doivent... Parler des paradigmes. Paradigmes. Oui. Alors, ils doivent comprendre, eux aussi, ils ont compris. Qu'est-ce qui fait que Harvard soit Harvard? Harvard est Harvard parce que c'est une industrie. C'est industriel, l'éducation, la connaissance. Ils savent comment fabriquer des gens qui raisonnent. Ils te mettent pour raisonner. Mais la Chine n'est pas à ce niveau-là. En anglais, on dit patent, les licences de découverte. Quand vous comparez entre les États-Unis et la Chine, vous comprenez que la Chine est inquiète. Ils n'arrivent pas à trouver beaucoup. Ils arrivent à trouver de la même qualité, des innovations, mais pas en nombre. La Chine, l'Inde, tous ces pays-là, ils sont toujours derrière en question de nombre d'innovations trouvées aux États-Unis, comparé à d'autres pays. Alors, ils sont encore en retard sur le plan de produire des innovations en nombre. Ils savent comment faire la recherche. Ils savent comment trouver une innovation. Mais ils n'ont pas su calibrer leurs universités d'en produire aussi vite et aussi nombreux que les États-Unis. Alors, ils vont là-bas pour apprendre. Je pose la question aux étudiants, quel est le numéro 1? Quelle est la première condition avant de savoir écrire un beau poème? C'est de copier. On copie, on fait la calligraphie. À un certain moment, on saura écrire. Elle, c'est elle dans toutes les langues. Après avoir copié tant, on peut maintenant écrire de belles phrases. Et c'est ça que les autres ont compris. Et qu'on n'arrive pas encore à comprendre, à intégrer de notre vision, de notre passion, de notre vertu, dans tout, pour comprendre la compétition. Il y a un autre volet, Serge, je ne sais pas si vous avez eu à le remarquer. Harvard, ce n'est pas seulement cette industrie scientifique, mais c'est aussi une plateforme de rencontre des dirigeants au plus haut niveau à travers le monde. Est-ce que c'est perceptible? Ouais, je veux dire oui. D'ailleurs, dès que vous entrez dans ces hommes et tout, voilà, il y a toute une histoire. C'est pas c'était endormi sur ce lit ou dans cette chambre. Et ça commence à vous donner cette ambition. Les gens, ces gars, ils ont fait ça. Et ils ont passé la nuit au même endroit. Donc, je peux aussi faire ça. Et puis, ils ont des réunions annuelles où des gens qu'ils appellent alumni, ça veut dire des gens qui sont passés par l'école, rentrent généralement juste pour se rencontrer, mais aussi pour parler aux cadets et tout. Et donc, ouais, il y a ces réseaux-là et vous le sentez pour même sans les avoir. Pour les motiver davantage. Ouais, il y a ça. Il y a aussi pour juste les conseiller, je sais pas, les entendre et discuter avec eux en termes de vision, en termes de je sais pas, objectifs, opportunités. Donc, il y a une grande solidarité entre les gens qui sont passés par... C'est presque universel aux États-Unis. Les universités sont telles que les gens qui sont passés par la même université démontrent une forme de solidarité. Et bien sûr que ça revient plus tard en termes... Bon, si certains d'entre eux vont et ils développent du succès, généralement, ils peuvent donner du financement pour l'école et tout, et aider des bourses. Et donc, ouais, c'est dans votre présence quand vous êtes là. Ouais. Et voilà. Moutabazi, est-ce que à ce stade, ils ne sont pas plaintifs? Nous ne pouvons pas nous comparer à eux, mais nous pouvons rêver. Nous pouvons rêver. Est-ce que nos universités peuvent rêver grand? On doit, comme tu dis, on ne peut pas se comparer à eux. Et moi, je dis, on doit se comparer à eux. On doit se mesurer et savoir tout le système, quoi. Par exemple, aujourd'hui au Congo, on doit se comparer à eux pour savoir nos failles. On ne peut pas rêver d'un côté isolé et penser comment on saura qu'on est compétitif sans avoir quelqu'un, un target, un goal, pour dire on va être à eux. Pour être eux, on doit comprendre avec humilité qui enseigne chez nous et pourquoi on enseigne chez nous. Le système, j'ai vu, on me dit plaintif, non, je dis, un de mes titres, c'est critique sociale.
On doit accepter des gens comme moi, ce n'est pas qu'on s'accepte, mais on pointe toujours les défauts pour qu'on arrange, comme on dit en anglais, improvement. Qu'on améliore. Qu'on améliore. Ouais. On doit avoir des gens comme moi qui démontrent des failles pour qu'on en améliore. Sinon, on aura une passivité. Nos universités aujourd'hui ne doivent pas rêver. On ne sera pas Harvard. Jamais. Mais on peut construire à partir de zéro les Harvard de demain. Ça veut dire qu'on doit effacer tout ce qu'on pense de nos universités. Je dis que, regardez, je pose la question dans une université d'informatique. Je dis combien des étudiants font des applications. Pour créer une application, ce n'est pas question d'argent. Mais pourquoi ils ne font pas? Parce que les gens qui enseignent là-bas, en général, n'orientent pas ces étudiants-là pour créer des applications pour trouver des solutions dans la société. C'est ça, on doit changer. Ils doivent seulement payer les syllabus, oui, et à la fin, passer avoir le les test, cotes, distinction, à Longuinaillé, à Longuinaillé, et puis ça s'arrête là. Et on Toge, un peu de fête, et ça s'arrête là. Le plus grand danger dans un pays tiers-mondiste, c'est l'université. Parce que ça produit des gens qui ont l'illusion d'être intellectuels, d'être experts, et une personne ne peut les challenge parce qu'on a un système à pyramide. Personne ne peut le challenge. Ça veut dire c'est comme si on crée des voitures avec failles. En parlant de challenge, vous parlez du défi. Des défis. Personne voilà. ne peut les défier. Et c'est que ça fait. Qu'est-ce qu'il fait? On est en train de produire des humains qui ont un fonctionnement, une faille dans leur fonctionnement des pensées. Et on en entasse. Et à un certain moment qu'on en entasse, ça devient, c'est un consensus de foi de fou. Parce que tout le monde, vous posez une question, tout le monde, la majorité pense de la même façon, sans qu'on se dise la majorité, c'est pas raison. Ça veut dire la personne avec le sens commun, il a l'air fou. Parce que chaque année, on produit des cerveaux, des docteurs, des licenciés, faillants, avec faillite. Le plus grand danger d'une société, c'est l'université du tiers-monde, parce qu'il peut produire des mentalités colonisées. Et ces mentalités colonisées vont perpétuer la colonisation dans l'état d'esprit de tout un chacun au Congo. Toutes les solutions seront... Perpétuer la colonisation, le néocolonialisme dans notre subconscient. Nous sommes conscients et ils vont le faire d'une façon côte à côte intellectuelle. Ils vont faire ça ressembler comme c'est beau. C'est beau, c'est la façon de vivre. Mais c'est parce que la machine industrielle qu'on a n'est pas ajustée à la décolonisation ou au mondial ou à la compétition du premier degré. Et voilà. Serge, on amorce l'atterrissage, dont les jargons, certains politiques nous ont habitués à parler de la chute. Donc, je chute. D'accord. Nous voulons chuter. Et des conseils pratiques. Le Congo reste en nous. Des conseils pratiques. Autant de défis à relever ici. Et l'université, nos universités pataugent pour y proposer des solutions adéquates. Alors, parlez aux jeunes avec humilité pour leur dire ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas fini, il y a de l'espoir. Vous regardez cette caméra. Oh, d'accord. Ouais. Bon, et comme je l'ai dit avant, il n'y a pas qu'une seule voix, il y en a plusieurs. Heureusement qu'il y a des millions d'entre nous ici, surtout les jeunes. En termes de conseils, la première, je commence généralement avec une selon laquelle on doit se permettre de réfléchir au-delà de notre système. Et ça semble difficile. Au-delà de notre système congolais. Ouais, ouais. Au-delà de notre système éducatif. Notre système. Enseignement supérieur et universitaire. Oui, oui. Au-delà du copier-coller. D'accord. Voilà. Au-delà de tout, en fait, on doit se permettre de réfléchir au-delà de la façon dont on réfléchissait hier. Parce que ce n'est qu'avec ça qu'on va essayer toutes les possibilités et essayer de voir celles qui vont marcher. Ça, c'est des 1. Des 2, je pense que c'est important que nous soyons super ambitieux. Parce que le pays que nous avons hérité est super important dans vraiment l'économie globale et dans l'Afrique ou le monde en a toujours eu besoin et en a toujours besoin. Et notre ambition va déterminer dans quelle mesure serons-nous capables de manager tout cet héritage et de faire en sorte que ça bénéficie
notre peuple, notre génération, comme ça bénéficie le monde. Mais si on n'est pas aussi ambitieux, on va se laisser tomber quand toutes les grandes forces vont venir nous entourer. Donc la jeunesse congolaise doit avoir cette super ambition de se dire la RDC doit faire partie des grands plateaux de décision globales. J'ai toujours l'impression, je le dis toujours, la RDC doit développer de l'influence, que ce soit politique ou économique globale. Et alors, après ça, on essaie de définir les stratégies sur comment on va y arriver, quel genre d'éducation on doit se proposer, quel genre de recherche, quel genre d'expérience professionnelle on doit se faire. Et la jeunesse, le jeune doit être proactif dans ces sens-là. Parce que ça ne sera pas, et surtout au Congo, ce n'est pas une opportunité que vous allez ramasser quelque part. Ça peut prendre 2, 3, 4 ou même 100 fois l'effort que quelqu'un dans un pays voisin aurait à prendre pour avoir la même opportunité, mais ça vaut le coup, je dirais. Et disons, la troisième idée ou le troisième conseil que je donnerais à la jeunesse congolaise, c'est d'essayer de se comprendre en tant qu'humain. Il y a cette perception, même quand vous êtes ici et surtout quand vous voyagez, que voilà, les civilisations sont hiérarchisées. Il y a des civilisés et puis il y a des gens qui sont encore en voie de civilisation et tout. Et ça, c'était une idée coloniale, mais jusqu'à aujourd'hui. Et puis quand on est jeune et qu'on vient dans un endroit d'ici, les premières c'est pas l'impression, c'est que non, je dois apprendre comment les autres font parce que c'est ça le civilisé et le mien serait peut-être archaïque. Mais avec le temps, moi j'ai trouvé que notre originalité, c'est ce qui nous rend exceptionnels. Et nous devons comprendre comment la décorer, comment la vendre, comment parler de notre identité de manière Par positive. exemple, notre diversité culturelle, par exemple, ethnico, tribalo, que sais-je encore, c'est une diversité qu'on peut vendre à travers un vivre ensemble, plusieurs langues, mais on se comprend, on est tous attachés à ce pays. Ça, c'est extrêmement important. Absolument, oui. Notre art, toutes les œuvres d'art qu'on a produites, les masques et tout, auparavant, les colons nous ont dit que ça, c'est de la sorcellerie et tout, mais avec le temps, vous comprenez qu'eux-mêmes, dans leur musée, ils les achètent à des millions de dollars et tout. Et donc, on doit comprendre ce genre de phénomène et de ne pas nous mettre... de ne pas considérer qu'on est, c'est pas en bas de l'échelle et les autres sont ce qu'il faut copier. Mais l'important, c'est qu'il faut aussi regarder les autres et voir les choses qu'ils ont, qui leur met en position de réussite, essayer d'en copier, mais bien sûr être en mesure de comprendre notre propre culture, nos propres mœurs et essayer de construire une société dans cet entourage. C'est pourquoi j'ai apprécié quand vous avez dit que nous ne devons peut-être pas chercher à être Harvard, mais nous devons chercher à nous positionner, à créer les Harvard de demain. Et les richesses comme celles de l'Afrique qui, jusque-là, je sais pas, elles n'ont pas eu assez de buzz, assez de publicité. J'ai l'impression qu'elles vont faire des grandes publicités dans le futur et il faut que nous soyons en mesure de commencer à manager ces opportunités. Et voilà. Ouais. Un petit mot pour terminer. Je dis que construire les Harvard ici n'est pas tous aller là-bas parce que tout le monde ne peut pas aller là-bas. Je demande à la société de faire en sorte de penser comment on va tirer profit des Serge demain. Hein? Quand je dis Serge, il représente les jeunes comme lui. Voilà. Qui sont, comment on va faire... Ils sont moins de 10. Hein, ils sont moins de 10. Moins de 10 à Harvard. Mais dans toutes les universités aux États-Unis, comment faire appel ou rendre la société attractive? Peut-être on n'a pas les moyens financiers. La plupart d'eux n'ont pas besoin de moyens financiers. Hein? Ils ont besoin de montrer que s'ils viennent dans une société, leur idée va être prise en considération. C'est ça qu'il faut. Il faut que la société en soi pense à comment prendre soin des Serge, ainsi miser le développement de demain sur eux. Et surtout, son domaine, c'est donc les technologies, sciences informatiques et sciences économiques. Il fait le deux à la fois. Donc là, on vous donne l'opportunité de brasser plusieurs diplômes. Hein. Bon, ouais, c'était voilà. une bonne chance. Merci Serge, merci Moutabazi d'être venu. Bon, on n'aura pas la chance d'avoir un autre numéro. Si on a des questions, on pourra vous les envoyer pour Facebook, répondre jeunes. Facebook, la technologie. Bon, ce sera un plaisir. Facebook. Ok, on a compris. Et puis voilà, peut-être la chance de vous voir encore à Cambridge. Ouais. Voilà. Cambridge, c'est beau. Merci. Merci. Merci à vous aussi, le journal. C'est dans quelques minutes.